Bonjour tout le monde, bienvenue. Ici Joanie Langlois, fondatrice de Cœur d'enfant. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Gravel avec moi, qu'on connaît maintenant sous le nom de missionnaire. Mais saviez-vous qu'il venait de l'Abitibi-Témiscamingue? Eh oui, Yeah! bien. Donc, on le connaît sous le nom de missionnaire. Il est auteur, il est entrepreneur, il a fait de la radio, animateur à la télé. Donc, on plus de 15 ans d'expérience au niveau de ce domaine-là. Donc, on l'accueille chaleureusement. Jean-Pierre, allô? Hey, l'honneur est pour moi. Merci, Joanie, de la belle invitation. Puis je vous reçois là, vraiment chez moi. Donc, bienvenue. On est dans le coin de Léry, près de Châteauguay. Oui, tu as changé quelques endroits, c'est ça que je disais. Dans le fond, toi, tu viens originaire de l'Abitibi. Après Ouais, ça, j'ai vu que tu étais à Schlaga. petit gars d'Amos qui est parti à 17 ans. J'ai étudié à Jonquière en ATM et donc j'ai déménagé à Montréal. Je devais avoir quoi, début vingtaine. C'était vraiment un rêve de petit gars pour moi. Je savais que mon métier dans les médias se passerait davantage dans la grande ville qu'à Amos. Puis par la suite, il y a eu plusieurs choses, mais notamment une piqûre pour l'immobilier. Je suis un fan fini d'architecture, de design. Moi, des sites comme Centris, il ne faut pas que j'aille là-dessus. C'est très, très dangereux pour moi. Ce qui fait en sorte que j'ai peut-être acheté 7 ou 8 propriétés en 13-14 ans. Alors, ouais, ici, c'est la dernière et c'est une maison vraiment à coup de cœur, maison centenaire en pierre. Ça aussi, ça faisait partie d'un rêve. Puis, je l'ai prise avec des chambres. Alors, j'espère que ça devienne ma maison familiale parce que j'entendrai, me semble, des enfants ici. Oh, c'est bon ça. Et puis, te parler un petit peu de garçon. Moi, j'étais accrochée par Instagram quand tu as mis dans ta définition un homme avec un cœur de garçon. Ouais, vraiment. Ça doit être quelque chose comme ça, là. Homme au cœur de petit garçon. Ouais, vraiment. Ouais. Puis j'aimerais savoir comment toi tu définis justement, puis pourquoi c'était venu inscrire ce titre-là. Ça va rejoindre un peu la création du missionnaire en 2014. À ce moment-là, j'ai réalisé ce rêve-là d'être dans les télés, dans les écrans des gens. Bon, j'avais été à Flash, à Salut Bonjour, à Star Academy, j'avais animé Salut Bonjour Week-end. Et pourtant, je me rendais compte que malgré cet objectif-là ultime, j'étais un gars qui était malheureux, qui était négatif, un vieux mononcle grincheux avant son temps. À 33 ans, je trouvais que ça faisait aucun sens. Je me rappellerai toujours d'être dans mon condo montréalais, d'avoir cette prise de conscience-là, puis d'être un peu découragé. Et là, tout bonnement, tout naïvement, je me suis dit, ben, je vais lancer une entreprise unique au monde, dont la seule et humble mission sera de répandre un peu de bonheur autour d'elle. Et logiquement, si je fais bien mon boulot, ben, ça devrait rejaillir un petit peu sur moi. Et je me suis rendu compte, au fond, en y réfléchissant fort, que j'étais devenu ce vieux mononcle grincheux-là parce que j'avais laissé mon cœur d'enfant de côté. En grandissant, je pense que souvent, on s'éloigne de nos sens. Et les sens, ça, c'est quelque chose que je répète souvent, qui revient souvent dans mon discours. C'est, je crois, le plus beau cadeau qu'on reçoit à la naissance. Bon, on en a 5 et même ceux, malheureusement, qui en ont 1 ou 2 en moins, bien, il y en a toujours ben 3, pour s'aider dans la vie, pour avancer. Je trouve qu'un enfant, ça ne vit que par les sens. C'est toujours très, très expressif. Ça goûte, ça sent, ça touche beaucoup. Ça regarde, ça entend. Tout est découverte. Et ben, à un moment donné, sans qu'on sache trop pourquoi, peut-être parce qu'on prend ça pour acquis, on devient blasé puis on laisse ça de côté. Et avec le missionnaire, ben, j'ai retrouvé ce goût-là des sens. Donc, chemin faisant, j'ai retrouvé le cœur d'enfant. Et ce que je disais dans le spectacle que j'ai présenté, c'est que je suis en mesure maintenant plutôt de promettre que plus jamais je vais m'éloigner de ce cœur d'enfant-là. C'est ma recette à moi et c'est celle que je suggère aux gens quand on m'écrit. C'est encore arrivé il y a quelques jours. Il y a un homme profondément déprimé, se disant très, très malheureux, qui m'a envoyé un message privé sur le compte du missionnaire. Souvent, je trouve que je n'ai pas les ressources. Moi, je ne suis pas un professionnel pour répondre à ces questionnements-là. Alors, la première chose, je vais suggérer d'aller consulter. Moi, je n'ai pas de gêne à dire que je consulte depuis des années et que ça a beaucoup contribué à mon bonheur. Je trouve que les gars, c'est important d'en parler, surtout souvent, il y a comme une gêne autour de ça. Et je vais dire, et j'espère ne pas être mal interprété, c'est ce que je l'ai écrit, mais des fois, de revenir à la base, de revenir à des petits plaisirs quotidiens, justement au sens, à regarder un film qui nous touche, à se faire notre repas préféré ce soir, à écouter notre musique préférée, ça ne changera pas la vie. Là. Je suis pas, c'est comme,
je ne suis pas dans une utopie, là, mais je pense que ça peut provoquer un tout petit baume, puis à force d'accumuler ces baumes-là positifs, ben, peut-être qu'on peut toucher à quelque chose de plus grand. C'est bien dit. Donc, je comprends aussi que tu as essayé, dans le fond, selon la société, de faire des réussites qu'on pourrait voir, donc réaliser des choses. Tu t'es rendu compte, finalement, que c'était l'essentiel qui te parlait plus. Oui, je pense que les deux, évidemment, peuvent vivre côte à côte et c'est l'idéal dans une vie. On a peut-être souvent pas assez d'une vie pour y parvenir, mais c'est un bel objectif, sachant qu'on est sur le chemin. Je pense pas que j'étais une mauvaise personne, loin de là, mais une des plus belles récompenses que j'ai, c'est quand les proches qui sont encore autour me disent ben on apprécie davantage la version 2.0. Il y a encore des trucs à travailler, comme je le disais, ça va être pendant une vie. Mais je pense qu'il y a des améliorations, puis la prise de conscience déjà est un grand, grand travail. Et quand elle est là, ben ça Ah, t'es défigé. Là, je te vois. Oui, c'est ça. Donc, on parlait de prise de conscience et ça l'a Ouais. coupé. Internet est instable, donc C'est correct. c'est correct. Est-ce que tu avais poursuivi ou on t'avait pas fini avec... Ben moi, j'avais l'impression que j'avais fini ma phrase, mais je ne sais pas ce que tu as attrapé. Là. Je disais, dans le fond, que la prise de conscience, c'est peut-être la plus grande partie du chemin. Puis qu'une fois qu'elle est là, qu'elle est assumée, ben ça rend le tout peut-être... c'est jamais facile, je pense, mais peut-être que ça donne un peu plus d'espoir. Ouais. Oui. Cette prise de conscience que tu as faite là, est-ce que c'était dans un but de dire, bon, ben, moi, je suis là pourquoi? C'est quoi je veux faire dans la vie? Puis... Ouais. Ouais. Je pense qu'il y avait de ça, hein, parce qu'on a beau parler de soi-même comme individu, c'est toujours un peu plus grand que nous. Moi, je crois beaucoup au tout, je crois beaucoup à l'autre, surtout à l'époque à laquelle on vit. Je pense que c'est important de le répéter. Souvent, il y a plusieurs peurs, il y a plusieurs craintes qui peuvent être légitimes, mais je pense qu'il faut passer par-dessus elles pour aller tendre la main à l'autre. J'avais sans doute envie, comme tu l'as bien cerné, de faire quelque chose de plus grand, puis je le dis de façon ben humble, puis je ne veux pas que ça sonne péjoratif, je pense qu'on peut tous aspirer à des choses plus grandes, mais j'avais envie de raisonner plus, de laisser ma marque d'une autre façon. Je pense que de faire de la télé, même si on ne sauve pas des vies, et ça, Julie Snyder l'a beaucoup répété. Moi, j'ai travaillé 4 ans auprès d'elle. Ça a été mon école. Et l'école Julie Snyder, tous ceux qui sont allés à cette école-là savent à quel point c'est difficile, mais c'est précieux. Elle disait souvent, OK, on ne change pas des vies, mais j'ai rencontré telle personne à l'hôpital qui n'a pas de visible de sa famille ou qui est vraiment dans une mauvaise passe, qui file un mauvais coton. Et d'avoir regardé notre émission, ça lui a apporté du bonheur. C'est son rendez-vous du dimanche. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. La télé a ce pouvoir-là, le divertissement, certes, mais j'avais envie de quelque chose de plus, de plus profond. C'est le mot qui me vient, Joanie, d'aller un petit peu plus loin, de faire une différence, encore une fois, humblement, dans la vie de certaines personnes, dans la mienne aussi, hein, évidemment, par ricochet, je le répète, de toucher un peu plus au bonheur. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis aussi que, veux pas, c'est humble de vouloir aider les autres, mais par le fait même, si c'est pas nécessairement notre première idée, ben ça vient nous faire grandir encore plus, d'où l'importance de la connexion, dans le fond, ouais. avec les gens. Puis justement, le missionnaire qui est né, est-ce que tu peux nommer quelques événements qui se sont passés, déroulés durant la création ou depuis ce temps-là, dans le fond? C'est sûr, parce qu'il est arrivé plusieurs affaires, mais je prends quand même ta balle au bon. Tu sais, tu es en train de dire quand on aide, c'est peut-être pas le premier effet recherché, mais ça rejaillit sur nous. Moi, je ne crois pas à un discours où on dirait, ben oui, c'est juste de donner, c'est juste pour l'autre. Il y a toujours cette base-là qui nous revient, que certaines pourraient qualifier d'égoïste. Ben peut-être, mais je préfère être égoïste en faisant quelque chose qui fait du bien autour, même si ça me fait un peu de bien, parce que c'est du win-win en bon français. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Mais je serais totalement malhonnête de nier que ça existe. C'est pour ça aussi que j'ai la plus belle job du monde, parce que oui, je donne, mais je reçois au moins autant.
Tu me demandais avec les missionnaires ce qu'on a fait. Il y a eu tellement de choses. D'abord, c'était sur le web. On avait des partenaires, des compagnies, des fleurons que vous connaissez, des gens coup dessus, des Transat, des groupes Maurice. Il y en a tellement eu, des énergies cardio, des Saint-Hubert qui nous ont fait confiance. Donc, avec leur aide, on réalisait des missions. Donc, des façons d'apporter du bonheur dans la vie des gens. Puis eux, ben, ça leur donnait une belle résonance, une belle plateforme au niveau médiatique. Tu as parlé du livre. À l'été 2016, j'ai fait le tour des 17 régions du Québec en 17 semaines consécutives, seul dans ma voiture, le plus de 20 000 km parcourus. Et chaque fois, au fond, j'allais dans les plus beaux lieux extérieurs pour poser une seule et même question aux inconnus que je croisais sur ma route. Quel est le moment le plus précieux de votre existence? Alors, ce livre-là est paru au printemps 2017 chez Librex. Et encore une fois, ça revient souvent dans mon discours, mais c'est un rêve de petit gars parce que j'ai étudié en journalisme et ma maman, à moi, elle est bibliothécaire. Alors, tu sais, j'en parle, j'ai une petite émotion. Quand j'ai reçu la photo joignée de ma mère à Amos qui place le livre de son fils sur les rayons de la bibliothèque, tu sais, c'est un moment plus grand que nature qui est difficile à décrire. Il y a une émission de télé, on a bâti vraiment notre émission de télé, grand privilège, grand honneur parce qu'elle portait le nom de ma compagnie, le missionnaire.tv. Comment la décrire? Dans les 13 épisodes, il y a 2 personnes qui reçoivent un moment de bonheur conçu pour eux, pour elles, avec ingéniosité, avec l'aide d'un complice extrêmement important pour l'aventure. Et à la différence peut-être d'un courant de bonheur qu'on avait beaucoup vu au Québec, qui est fait encore aujourd'hui par Chantal Lacroix, où souvent il y a peut-être une victime, je vais l'appeler victime, là, mais elle a, je ne sais pas moi, un ennui de santé, ou il est arrivé quelque chose avec sa maison, ou ainsi de suite, un accident. Elle va recevoir un grand bien matériel qui va changer une vie. Dans l'émission Le Missionnaire.tv, je dirais qu'à 90 il n'y avait pas nécessairement de drame là, lié à ça. À 90 non plus, il n'y avait pas de cadeau matériel. Le cadeau, c'était le moment de bonheur. Et je n'ai pas ce pouvoir-là de changer des vies. Moi, je ne change pas des vies, Joanie, je change des minutes. Et c'est ce que je trouve précieux, d'arriver dans la vie d'un ou d'une inconnue, on ne se connaît pas, et avec imagination et l'aide des complices, comme je le disais, ben, je suis capable, avec l'équipe, de changer une minute, tant et si bien que cette personne-là, peut-être qu'elle va se coucher le soir puis elle va repenser à ce qu'on a fait pour elle. Et ça, je trouve ça magique. Il y a eu un spectacle sur scène aussi qui a été produit par Chaos Scène, dis-je bien, la boîte de Louis Morissette. Donc, on a fait quelques représentations. C'est un spectacle qui était vraiment unique où je racontais des histoires vraies qui sont arrivées dans le monde, mais qui sont méconnues du grand public, puis encore une fois, qui sont liées aux 5 sens. Donc, il y en avait 5. Le spectacle était divisé en 5 tableaux. Et tous les sens des spectateurs, spectatrices étaient interpellés. C'était vraiment un spectacle interactif. C'est sans doute le projet dans lequel j'ai mis le plus de travail et j'ai envie de dire qu'il n'est pas mort. Il va sans doute ressusciter d'une autre façon un jour parce qu'on a tellement mis de travail là-dedans, ce serait dommage de s'arrêter. Il y a eu le 365 jours de bonheur qu'on a fait en collaboration avec le Facebook du magazine Véro l'an dernier. Donc, une publication inspirante de bonheur chaque jour, sans arrêt, là, du lundi au dimanche, pendant 1 an. En toute honnêteté, je me remets encore un peu de ce contrat-là de fou qui s'est terminé en septembre dernier. Ça te fait un bon résumé là, de ce qu'il y a eu dans l'aventure du missionnaire en 4 ans. Oui. Puis moi, j'ai retenu aussi 2 choses. Ben, il y a beaucoup de choses que tu as dit, mais quand tu as dit la question que j'ai posée dans mon livre, quel est le moment le plus précieux de votre existence? Moi, j'aimerais savoir pourquoi cette question-là, premièrement. Hey, j'ai réfléchi parce que autant j'ai donné beaucoup d'entrevues au sujet du livre, autant je pense qu'on ne m'a jamais posé directement cette question. Parce que pour moi, l'extraordinaire est la plupart du temps dans l'ordinaire. Parce que je trouvais que les régions avaient peu de place dans les médias. Influence Communication, là, qui est une firme, dis-je bien, qui recense tout ça, nous dit chaque année que les régions occupent quelque chose comme 1,5% du portrait médiatique, ce qui, à mon sens, là, justement, fait pas de sens. Et je trouve qu'on ne voit plus de monsieur et madame tout le monde à la télé. Je le dis avec un grand sourire parce que, pour moi, c'est super les vedettes, puis je viens de ce milieu-là. Hein, j'ai été chroniqueur culturel longtemps, puis je pense que ce sont des gens fascinants, mais c'est devenu omniprésent. Il y a des jeux, on voit les vedettes, elles viennent cuisiner, elles font à peu près tout. Et on voit plus, on dirait, on se voit plus, nous, nos semblables, on n'apprend plus des gens. Puis souvent, moi, en fait, pas souvent, chaque personne a une histoire intéressante à raconter. Il suffit de s'arrêter puis d'y prêter une oreille attentive. Alors,
tout ça ensemble a fait en sorte que je me suis dit, j'aimerais connaître ce moment précieux-là des gens, évidemment, excluant un mariage ou la naissance d'un enfant, parce que le livre, à très, très forte majorité, sans doute, aurait été occupé par ces récits-là, qui sont évidemment légitimes, mais on avait envie d'avoir quelque chose de plus différent. Puis ça poussait les inconnus que je rencontrais à réfléchir davantage. Puis souvent, ils étaient accompagnés, puis la personne, un proche, un chum, une blonde, un ami, un frère, une sœur, souvent, ils n'étaient même pas au courant de la réponse qui allait sortir de leur bouche. Et ça m'apparaît assez fou. Puis en même temps, non. C'est quand la dernière fois, Joanie, que dans un souper entre amis, on s'est demandé « Hey, vous autres, gang, c'est quoi votre moment le plus précieux? » On prend rarement le temps de faire ça et pourtant, je pense que ça peut toujours déboucher sur des conversations franchement inspirantes. Donc, ce serait un peu ça que je te dirais comme réponse. Oui, c'est important aussi, puis que ce soit aussi juste de dire « Hey, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui. » Tu sais, bien souvent, on va attendre que la personne décède avant de se le dire, qu'est-ce qu'on a aimé de l'autre ou qu'est-ce qui a été flagrant dans notre vie. Fait que ça, je trouve que c'est important d'en parler maintenant. Ben oui. Puis au Québec, bon Dieu, puis on comprend pourquoi de par notre situation géographique, mais ça tourne beaucoup autour de la météo, hein, les premières approches. Hey, il ne peut pas croire qu'il pleut encore, ou comme aujourd'hui, il fait soleil. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, c'est super, OK? Puis même parfois, peut-être à un arrêt d'autobus ou autre, ça nous permet d'entamer la discussion. Mais j'essaie de... Puis je suis pas mieux qu'un autre, il faut que je me force moi-même pour le faire parce que même si je suis dans les médias, puis là, je te parle, puis je suis un gars qui est foncièrement timide. Donc, si vous étiez 30 à me regarder, je serais beaucoup plus rouge et je serais beaucoup plus gêné, puis sans doute que je chercherais encore plus mes mots. Mais j'essaie de dire aux gens et à moi, pourquoi on ne commence pas une discussion quand on rencontre quelqu'un avec, je sais pas moi, justement, c'est quoi le moment le plus précieux? Ouais, c'est quoi, vous, votre prochain rêve? Évidemment, la personne risque d'être totalement déstabilisée. Ça se peut qu'elle s'enfuit, qu'elle ne parle pas, qu'elle boude, qu'elle se retourne, peu importe. Mais au pire, ça va déboucher sur un rire. Puis au mieux, sans doute, à quelque chose de, encore une fois, de déstabilisant, de surprenant, puis d'enrichissant. Oui, c'est vrai. Puis, je veux ramener aussi aux émotions tantôt. Je ne peux pas passer de côté avec le fait que tu viens de l'Abitibi. Tu disais, j'ai eu une plante quand ma mère elle a mis mon livre dans la librairie à Amos. On ne cachera pas, comme tu disais, que les régions, c'est plus difficile. Puis toi, c'est quoi les obstacles que tu as eu justement pour arriver dans ce milieu-là artistique? Le plus grand privilège de ma vie, hormis la santé, c'est sans doute d'avoir trouvé ce que je voulais faire à l'âge de 3 ans. Moi, je pointais la grosse boîte carrée, puis je voulais rentrer dedans. C'était à la télé. Et ce privilège-là ne serait pas aussi grandiose s'il n'était pas jumelé à des parents qui m'ont toujours encouragé. Moi, jamais, Joanie, chez moi, on me dit « Ouais, mais là, tu sais, on n'a pas de contact dans le milieu, ça va te prendre un plan B, ça prend quelque chose de plus sérieux, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Je n'ai jamais entendu ces phrases-là chez moi en 17 ans là, de vie dans ma maison familiale à Amos. Et plus j'ai grandi, plus je continue d'ailleurs de le faire, plus je me rends compte à quel point le mot privilège est bon parce que combien de jeunes ne trouvent pas leur passion, ont le courage d'aller étudier, lâchent parce qu'ils ne sont pas certains du programme, en essaient un autre, ils ne sont pas certains, vont sur le marché du travail. Se trouver, c'est précieux, mais ça peut être long. Donc ça, vraiment, ça a été une force. L'autre force, c'est sans doute mon espèce de tête de cochon intense. Pour moi, il n'y a jamais fait de doute que ça allait être ça. Puis, quand l'orienteur m'a parlé du Cégep de Jonquière, où on donne le programme Arts et technologies des médias, qui est vraiment un des plus réputés et celui que je voulais, quand ils m'ont dit ça en secondaire 3, je me souviens très bien de l'avoir regardé puis de lui avoir dit « OK, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour accélérer les choses? » Puis, il m'a dit hey, « le grand, prends ton gaz égal, on va se reparler dans 2 ans en secondaire 5. » Et je me souviens de quand j'ai reçu ma lettre de confirmation que j'ai quitté l'agora de la polyvalente La Forêt pour aller appeler ma mère sur l'heure du lunch, puis qu'elle ne voulait pas ouvrir l'enveloppe. J'ai dit, mais ouvre-la! Puis finalement, elle l'a ouverte, puis qu'elle ne savait pas ce qui était écrit. Puis j'ai dit, mais peux-tu me lire le papier, si bol? Finalement, j'ai été accepté. Ça a été une grande joie, mais au fond de moi, il y avait comme une conviction de, ouais, ça va être ça ton chemin, tu vas travailler fort, mais tu vas y arriver. Puis quand j'ai débarqué dans le milieu début vingtaine, c'est armé de cette conviction-là, puis d'une persévérance. Encore plus à l'époque parce que tu es naïf, mais à toute épreuve. J'avais écrit à des gens pour avoir un stage à Radio-Canada, ça n'a pas fonctionné, mais on m'a donné l'espèce de bottin de tous les shows télé-radio de Radio-Canada. Donc, moi, j'ai contacté toutes les recherchistes en laissant un message en disant « Je veux une rencontre, je veux un stage ici », puis un jour,
il y a la recherchiste en chef de l'émission L'Écuyer, qui était le défunt talk show de Patrice à Radio-Canada, qui m'a rappelé en me disant « On n'a rien pour toi, mais ton message m'a interpellé, j'ai envie de te jaser. » On a jasé 1h30. Son producteur m'a rappelé pour me dire « Viens porter ton CV, mais on n'a rien pour toi. » Je suis allé, on s'est jasé pendant une quarantaine de minutes, puis finalement, le lendemain, il m'a appelé, puis il dit « On va te prendre en stage. » Ils m'ont gardé 1 mois, ils m'ont gardé 2 mois, ils m'ont gardé 3 mois, puis au bout du 3e mois, même si j'étais très timide, je pesais 40 livres de moins, j'étais tout pogné, j'ai osé aller voir Dominique, le producteur, qui est encore un ami à ce jour. Puis, c'est très, très frondeur, en prenant un grand respire avant d'entrer dans le bureau. Je lui ai dit, ça fait 3 mois que vous me renouvelez, allez-vous me garder? Parce que là, je trouve ça un peu difficile, puis instable, puis parti à rire, sans doute qu'il a trouvé que j'avais un front de bœuf. Il a dit, ouais, on va te garder, Gravel. Et ça a commencé. Donc, peu importe le rêve, hein, peu importe ce que c'est, moi, je suis là pour dire, j'avais pas de contact, j'étais dans une petite ville à l'autre bout du Québec. C'est super là, d'avoir ces contacts-là, mais c'est pas eux qui vont faire en sorte que tu vas réussir. Peu importe ton rêve, si tu le portes en toi, puis si même s'il y a des doutes là, qui sont inévitables, mais si tu as cette conviction-là profonde que c'est pour toi, tu fonces, puis tu vas y arriver. En arrière de toi, c'est écrit en gros, tout est possible, puis oui, j'y crois vraiment. Oui, j'ai besoin de ce mur-là, moi, avec des belles pensées. Oui, tout à fait. Mais justement, tu as parlé de plusieurs clés qui t'ont fait te permettre de réussir. Et puis tantôt, tu disais que même avec le missionnaire, tu pouvais pas faire ça seul. Donc, tu t'entourais de personnes. Tu avais dit aussi tête de cochon, un peu naïf pour réussir. Puis des encouragements de ta famille. Il y a d'autres choses que tu penses aussi que c'est une clé à garder avec soi. Bien, c'est sûr que, et c'est dans la réflexion que j'ai actuellement, parce que j'en suis à imaginer la suite du missionnaire après 4 ans, après tous ces projets de fou-là. Je n'ai pas envie d'arrêter. On a une belle communauté qui nous suit. Je suis très, très reconnaissant de ça. Puis ça a été beaucoup de travail, on ne se le cachera pas. Donc, j'aimerais ça bâtir là-dessus. Mais même si c'est une chance de travailler, mettons, de la maison, puis d'avoir mon horaire, puis d'être travailleur autonome, je suis un gars fondamentalement d'équipe. Et là, je me retrouve à 90% à travailler dans mes choses et tout seul. Puis évidemment que, bon, après ça, il y a les partenaires, le caméraman, le monteur et tout, mais c'est pas la majeure partie de mon travail. Donc là, je veux retrouver un esprit d'équipe et c'est ce que je suis en train de bâtir pour que le missionnaire devienne encore plus gros puis ait un plus gros raisonnement. Mais bien s'entourer, c'est la base. Quand j'ai voulu me lancer, moi, je le raconte souvent, j'ai fait une fausse carte d'affaires. Il y avait là-dessus ma grosse face. C'était écrit Jean-Pierre le missionnaire. Puis je m'étais lancé comme défi de convaincre un ou une entrepreneur que je ne connais pas d'embarquer en me disant ça va être le dernier pied au cul qui me manque pour me lancer. Puis c'est l'époque où Daniel Henkel était dans l'œil du dragon, hein, très, très apprécié, très aimé. Puis je suis allé cogner dans l'antre de la dragonne, très, encore une fois, là, tremblotant avec ma petite carte d'affaires. Derrière la carte, il y avait une citation en anglais qui dit quelque chose comme « Si tu apprenais que tu étais en train de mourir, est-ce que tu ferais les choses différemment? Est-ce que tu aimerais plus? Est-ce que tu oserais plus? » J'ai des petites nouvelles pour toi. Tu es en train de mourir. On est tous en train de mourir dans le fond. Ce qui est vrai, parce qu'on a tous une date d'expiration qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on sait, sans vouloir toujours se l'admettre, c'est très, très fragile. Ce qu'on a est très, très limité dans la durée. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je pense qu'on n'apprécierait pas autant la vie si elle était indéfinie, si elle était éternelle. Donc, Mme Henkel a décidé d'embarquer, puis ça a été ma mentor pour les 6 premiers mois. Donc, évidemment, Joanie, on ne se voit pas de cachette. Là. Quand j'appelais les compagnies, quand j'appelais Transat, quand j'appelais, je ne sais pas, moi, l'Aubainerie et autres, puis que je leur disais, Jean-Pierre, j'étais assez bon week-end, j'animais, là, je lance une entreprise, le bonheur. Il était très respectueux et gentil, mais il était sans doute pas loin de raccrocher. Et quand je disais oui, mais j'ai une mentor, c'est Daniel Henkel, je sentais littéralement l'oreille s'ouvrir davantage à l'autre bout du conteneur. Donc, elle a été précieuse dans mon cheminement. Véronique Cloutier a été extrêmement précieuse parce que j'ai écrit dans le magazine pendant 1 an, parce que j'ai fait le 365 jours de bonheur. Le spectacle était produit par Louis. Et il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de gens qui ont été précieux pour moi. Puis sans eux, et surtout, vraiment, et je le dis de façon totalement authentique et honnête, sans chacun des à ce jour, je pense que c'est 21 770 sur la page Facebook, 771 ce matin, sans eux, sans chacun d'entre eux, d'ailleurs plusieurs que je connais vraiment par leur nom, on ne serait pas en train de se jaser aujourd'hui. Là. Très bien dit. Pour t'aider à pousser ta réflexion encore plus loin, mais tu veux poursuivre, avec tout ce que tu as accompli, s'il y avait une chose que tu pouvais changer dans le monde, qu'est-ce que tu aimerais changer? Si je pouvais changer un problème dans le monde? Oui,
Euh, la première réponse qui me vient, parce que Dieu sait qu'il y en a des choses à changer, là, ce serait ce que j'ai abordé en début d'entretien avec toi, cette méfiance-là par rapport à l'autre. Quelqu'un a déjà dit, moi je l'ai entendu de la bouche d'Oprah, mais je ne pense pas que ça venait d'elle, on a tous beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous différencient. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un cliché, mais souvent les clichés sont clichés parce qu'ils sont vrais, hein, il y a un fond de vérité. Autant on est connecté, on l'est d'ailleurs toi et moi actuellement avec toute ta belle gang, puis on ne l'a jamais autant été qu'en 2018, mais ça nous éloigne vraiment beaucoup. Encore dernièrement, je laissais un message vocal à quelqu'un, puis moi je suis pareil, les messages vocaux, on les prend souvent plus tard dans la journée ou des fois on oublie, puis des fois on fait comme « Ah, un message vocal, il faut que j'aille dans ma boîte vocale, c'est donc plus simple un texto, pourquoi on ne fonctionne pas juste par texto? » Mais quand on s'arrête pour y réfléchir 2 secondes, c'est ridicule. Comment ça qu'on ne s'appelle plus? Comment ça que moi, là, quand j'avais 14 ans, sur le téléphone à roulette beige avec le gros fil ondulé qui était dans la cuisine, ce qui était bien fatigant parce que tu voulais parler à une fille qui commençait à t'intéresser à 14-15 ans, mais tu es au milieu de la cuisine. Fait que tu t'enroules un peu avec le fil sur le côté du garde-manger, mais tout le monde t'entend. Mais c'était précieux, on apprenait à se connaître. La voix de quelqu'un est importante, ses intonations, son énergie, tout ce que tu ne retrouves pas par texto. Et moi, bon, je suis célibataire, puis ce qui nous est offert, c'est des applications. Donc, tu vas magasiner, tu vas voir des photos. Bien sûr qu'on peut percevoir des choses dans une photo, mais tellement pas l'essentiel. Donc, on base l'une des décisions les plus importantes de notre vie, à savoir notre partenaire de vie, justement, sur des photos qu'on voit défiler ou ce que des gens nous suggèrent, alors qu'il n'y a rien comme le contact, tu sais. Donc, ce que je voudrais changer, c'est qu'on garde le meilleur de 2018 et de la technologie, mais qu'on revienne avec le meilleur de 1990 aussi. Il me semble que ça doit se pouvoir. Ben oui. Ça pourrait être une piste peut-être pour la suite, comme tu disais, de ton projet. Tout à fait. Puis et c'est sûr que j'en parlerai pas là, mais j'ai vraiment l'idée, l'angle vers où je veux aller pour 2019. Scope pour toi, il se peut même que ça change de nom. OK. Parce que ça va devenir, en tout cas, ce que je vois dans ma tête. Puis d'habitude, quand je le vois, ça se passe bien. Ça va devenir plus gros, plus grand. Donc, le nom, il est le fun. Puis je te rappelle, c'est Grégory Charles et José Boudreau, quand j'étais à Rythme FM, qui m'ont surnommé comme ça, en me disant « T'aimes aider les gens, t'aimes voyager, t'as un peu le cœur sur la main. » Donc, le nom est resté, mais j'aime moins que là, après 4 ans, ça cible, tu sais, c'est le missionnaire, ça cible l'individu. Puis je voudrais qu'on mette les projecteurs sur les moments qu'on crée, tu sais, sur toute la belle communauté. Fait que je suis en réflexion là-dessus. Là. Je travaille fort, j'ai des rencontres, des meetings téléphoniques, justement, pas juste par texto et de façon virtuelle. Puis on est en train de fabriquer quelque chose que j'espère pouvoir vous lancer là, en pleine face et surtout dans le cœur début 2019. Oh, ben merci beaucoup. On te le souhaite, Jean-Pierre, puis merci beaucoup pour ton humanité, ta présence. Et on s'est contacté personnellement en plus, donc c'est vraiment, vraiment honorable de ta part. Je sais pas si tu voudrais dire un dernier mot à la communauté avant de partir, ça mettrait fin à notre entrevue. Bien, premièrement, c'est moi qui te remercie, hein, puis c'est moi qui remercie ceux qui te suivent et qui ont pris la peine de nous écouter aujourd'hui. J'espère que ça faisait un peu de sens. Je ne sais pas comment je pourrais résumer ça. Sans doute par... moi, je suis loin d'être meilleur qu'un autre. Je suis vraiment, et je le dis pas avec de la fausse modestie, je suis un petit gars d'Amos qui avait des rêves puis qui continue sa route. Si moi, j'ai réussi à inventer cette entreprise-là qui a une queue ni tête, là, on va se le dire encore une fois, il n'y a vraiment rien qui est impossible avec le travail puis en sachant bien s'entourer. Moi, mes plus grands flashs, souvent, je les ai le soir en me couchant. Puis j'ai pas besoin de les écrire, là, ils vont être encore là le lendemain. C'est juste que le lendemain, des fois, je les assume pas. Je me dis, ça n'a aucun sens. Là, tu te calmes, là, tu dépasses la limite. Bon. Mais je me rends compte avec le recul que souvent, ceux que je censure de cette façon-là, ils vont revenir d'une autre manière, rapidement ou un peu plus tard. Il faut que j'apprenne à écouter davantage ce flash-là. Moi, mon canal, il est beaucoup là, le soir, dans le lit où il n'y a pas de barrière. Trouvez votre canal à vous. Enregistrez-vous, écrivez si vous avez tendance à les oublier.
si en écoutant de la musique, moi, je fonctionne bien avec du bruit autour. Avec la télé, parfois même la musique en même temps. En lisant, en regardant un film, on dirait que plus il y a de l'inspiration, plus il y a du bruit, plus mon canal s'ouvre. Je suis un gars qui est extrêmement influençable par un film et un livre inspirant. D'ailleurs, je trouve qu'actuellement, on est beaucoup en panne, en manque de séries puis de films. Moi, tu sais, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ça a changé ma vie. Ceux qui ont regardé la télésérie, justement, à TVA, on voyait beaucoup les influences là, vraiment assumées dans la musique, dans le traitement de l'image. Le film Donné au suivant a changé ma vie aussi. Plein de films de Robin Williams dont je viens de finir la biographie. Je trouve qu'on n'en a pas tant des films comme ça. C'est le petit message éditorial que je lançais aujourd'hui. Bref, pour résumer, trouvez votre canal, accrochez-vous après votre cœur puis vos passions, puis lancez-vous, foncez. Il va toujours avoir une personne sur votre chemin qui va être placée, que vous vous en rendiez compte immédiatement ou non, mais pour vous amener un peu plus loin sur votre route, je pense. Ben, merci du fond du cœur. Donc, c'était Jean-Pierre Gravel. Au revoir.